Rebonjour. On va enchaîner toujours avec les sons. On a vu c'est quoi un son, une définition, un petit rappel, puis les facteurs responsables et les phases et les horizons d'un son, dans un son. Comme je viens de le définir, donc on va enchaîner avec les propriétés des sols, c'est-à-dire les caractéristiques qu'on va étudier dans un sol. On va étudier la texture, la structure, les constituants, l'eau et l'acidité dans le sol, pour finir le chapitre, ou plutôt la partie réservée au sol. Tout d'abord, on va partir de la texture. C'est la propriété essentielle dans l'étude pédologique ou l'étude d'un sol. C'est quoi la texture? Un nessige. C'est l'étude ou l'analyse des grains qui constituent un sol, c'est-à-dire l'étude de la partie solide dans le sol, les éléments qui sont issus de la désagrégation ou la décomposition de la roche au matériau parental. Donc on va essayer d'étudier et de savoir la taille de ces éléments pour les classer. Est-ce que ce sont des graviers, ce sont des cailloux, des sables grossiers, des sables fins et autres, ou des argiles, ou des éléments. Bon, pour l'étude de la texture, on doit faire appel à la granulométrie ou l'analyse granulométrique. Ad-dirasa al-Hubaybiya. Vous entendez? Ad-dirasa al-Hubaybiya. La granulométrie, c'est les grains mesurés, aux mesures des grains. Grains, donc granus, les granulats, et métrie al-qiyas. Qiyas, qad الجزيئات المكونة الصخرية المكونة للتربة. C'est l'analyse granulométrique. Donc la texture, on peut la définir directement par l'analyse granulométrique. Donc si on fait une analyse granulométrique, on peut définir les types des particules qui constituent un sol. C'est-à-dire classer les particules minérales d'après leur diamètre. Al-qad, دراسة قد الحبيبات. القد la taille الحبيبات. Et se fait par l'étude le granulométrique, par le passage dans un tamiseur ou le غربال pour sélectionner les éléments. Donc on peut trouver soit des cailloux avec un diamètre moyen ou supérieur à 2 cm, soit des graviers, soit des sables grossiers, vous pouvez suivre la taille de ces grains, soit des graviers, soit des sables grossiers, en diamètre environ entre 2 mm et 0,2 mm, ou ce sont des sables fins, ou ce sont des limons, ou ce sont des argiles. Donc, à travers l'étude texturale, on peut analyser la taille de ces grains, parce que l'émail de ces tamis qui constituent le tamiseur, chaque tamis est là une taille bien définie. Il laisse passer que les éléments de taille inférieure à l'émail. Donc, on peut classer ces éléments. Et d'après les études pédologiques, on se réfère toujours à un tableau, plutôt une figure, un diagramme, on peut le dire, un diagramme ou un triangle texture
ou un triangle de texture des sols, ou on peut dire un triangle granulométrique. Donc, à travers l'étude des sables et des galets, ou l'étude granulométrique des sols, on peut classer ces éléments d'après ce triangle. Soit on peut trouver plus d'argile ou plus d'éléments, ou plus de sable, ou d'éléments fins ou autres. Donc, on peut distinguer, suivant les côtés de ce triangle, soit des argiles, des limons et des sables. On a les sables qui sont supérieurs à 50 microns, 50 mm. Donc, on peut trouver des sables grossiers, des sables fins et même des graviers, mais elles n'entraînent pas dans la formation. On peut trouver des argiles avec de tailles différentes qui vont aller de 0, plutôt des tailles qui vont être supérieures ou inférieures à 2 parfois, mais ils constituent un pourcentage. Donc, dans l'étude granulométrique ou la texture, on essaye d'étudier le pourcentage de chaque élément minéral, soit des argiles ou des sables, ou un sol équilibré, ou d'éléments. Et on sait, selon le poids qui constitue, ou le pourcentage, on va mettre ou installer l'échantillon. Donc, on a des éléments fins et des grossiers qui constituent la majorité de la texture et les propriétés des sols. Et un sol équilibré ou idéal, dont la structure est la suivante, texture est la suivante: 50% des sables, 35 d'éléments, 15 des argiles, et de la matière organique ne dépasse pas 5%. Et là, c'est rare qu'on peut trouver un sol idéal. Souvent, on peut le trouver soit un sol argileux, un sol limoneux argileux, un sol argilo-limoneux, ou des limons fins et autres, donc, ou un sol sableux. La structure. Donc, la première, c'est la texture. La deuxième, c'est la structure parmi les propriétés du sol. On peut définir la structure, c'est la façon d'assemblage de ces particules qu'on a étudiées dans la texture. Donc, dans la texture, on a défini, est-ce que ce sont des sables? Ce sont des sables fins, grossiers, d'éléments. Et ces éléments minéraux, comment se sont rassemblés? Comment sont liés? Est-ce qu'ils sont liés par des éléments autres, par une masse, ou ils sont fragmentés? Donc, à l'intérieur de la structure, on peut définir soit une structure fragmentaire, c'est-à-dire ces éléments sont groupés et associés dans une structure plus ou moins grosse, une structure plus ou moins grosse. Donc, la première, c'est une structure fragmentaire dans laquelle les constitués assemblés ou regroupés en groupe. Soit on peut trouver une structure particulière ou élémentaire. Il y a une absence de structure. La première, fragmentaire, il y a une structure. La deuxième, une absence d'une structure fragmentaire ou particulière, pardon. Soit on peut les trouver une structure compacte ou continue, c'est-à-dire la masse
elle est bien assemblée, elle ne permet pas la pénétration de l'eau et de l'air et des racines. Donc, on peut distinguer trois structures. Une structure fragmentaire, on peut la définir ici, c'est constitué en agrégats, sont groupés en éléments. Elles permettent une bonne pénétration des racines, dans le sol. Soit on peut trouver une structure particulière ou élémentaire. Ce sont ces éléments qui sont entassés, sans aucune liaison. Soit on peut trouver une structure compacte, c'est-à-dire résistante aux racines, l'eau et à l'air. Les constituants d'un sol. Le sol, pour origine d'altération superficielle sur stratum rocheux sous l'action de l'eau et de la végétation, comprend, où il est constitué de 4 fractions. مكونات التربة. هذه التربة ناتجة عن تفسخ وتفكك المواد الأولية وإضافة المادة العضوية وتكوين وتشكيل المركب الطين-دبالي بدورها. Elle est constituée de 4 fractions بأربعة عناصر أو أجزاء. La fraction minérale, c'est facile à définir, elle est constituée des cailloux, des argiles, des sables et d'éléments qui sont issus de la décomposition de la roche, c'est naturel. La fraction organique, c'est la matière organique. Si on peut revenir un peu plus loin, c'est la matière organique fraîche, issue de la végétation ou des animaux, fraîche, morte ou vivante, c'est la fraction organique. Puis on a la fraction liquide, il y a l'eau dans le sol. Parce que l'eau, c'est l'élément, on a dit, primordial, qui aide dans le déplacement des éléments d'en haut vers le bas. C'est l'eau, donc phénomène essentiel, plutôt élément essentiel dans le fait ou dans l'action de déplacement des matières organiques, des éléments fins, des sels solubles. Puis on a la fraction gazeuse. Cette fraction vient de la fermentation de la matière organique dans le sol. Il y a un dégagement de CO2, il y a une transpiration des micro-organismes, donc il y a une libération de CO2. Donc c'est normal. On a la matière organique vivante, fraîche, donc elle doit respirer, donc et dans la respiration, elle dégage le CO2. Il y a phénomène, la présence de la fraction gazeuse. Puis on a l'eau. L'eau, c'est, on a dit, l'élément primordial qui facilite le déplacement de la matière organique, des complexes fer-aluminium et des sels solubles. Donc il y a la présence de l'eau. Puis on a la fraction organique, c'est la présence des végétaux et des animaux qui constituent la matière organique. Puis on a la fraction minérale, c'est les éléments issus de la désagrégation de la roche. Le tableau suivant, il essaye de résumer ces constituants. On peut essayer de déchiffrer un petit peu ce tableau. On a les constituants solides,
voyez, insoluble dans l'eau. العناصر الصلبة المتحللة في الماء. On peut trouver des constitutions minéraux, mécaniques. On peut trouver aussi de la matière organique. Si vous vous rappelez, on a la matière organique soluble dans l'eau qui descend vers le bas et les constitutions minéraux qui descendent en bas. Donc, le tableau suivant résume ces 4 fractions. Donc, les constitutions minéraux proviennent de la désagrégation de la roche et des apports anthropiques. On peut trouver les cailloux, on a les tailles, de taille T supérieure à 2 cm, des graviers de taille supérieure à 2 mm, inférieure à 2 cm. On peut trouver des sables grossiers, on peut trouver des sables fins, on peut trouver des sables d'éléments et des argiles. Ça, on peut les reconnaître par l'étude texturale, de la texture, ou l'étude granulométrique. On peut définir la taille de ces particules. Voyez? Selon l'altération des minéraux, donc on peut trouver soit des tailles, des particules, soit on va trouver des minéraux, comme des silices, des silicates et des calcaires. Les éléments sableux supérieurs à 0,2 mm, on peut trouver les cailloux, les graviers, les sables, les éléments sont des silices. On peut trouver des quartz, on peut trouver des micas et des feldspaths, on peut trouver des CaCO3, les carbonates, c'est-à-dire les calcaires. Donc, on peut trouver des particules et on peut trouver des altérations des minéraux. Plus, on peut trouver d'autres éléments des colloïdes minéraux qui sont des argiles, des oxydes de fer, de l'aluminium. Donc, il y a une oxydation. Il constitue environ 81% des sols. C'est-à-dire, dans le sol, on peut trouver la majorité, ce sont des constitutions minéraux. Puis, on a les constitutions organiques, la matière organique. Ou la matière organique, vous voyez, provient des végétaux, des animaux qui vivent dans le sol. On peut le trouver en 4 catégories, soit des végétaux et animaux vivants, on vient de le dire, les vers de terre, les racines, les escargots, les fourmis et autres, et toutes les espèces qui vivent dans le sol. Vous voyez, les bactéries, des champignons, des algues, des plantes supérieures, protozoaires, vers, insectes et autres. Soit des déjections animales et végétaux, c'est-à-dire les déchets, les cadavres des animaux morts ou en phase de décomposition. Vous voyez, ce sont les végétaux vivants, puis les animaux morts, et de la matière organique en cours de décomposition par les microbes de sol, c'est-à-dire une phase de transition. Et on peut trouver l'humus, fractions des sables et matière organique. Je reviens. Donc, les constitutions minéraux, ce sont soit des sables de taille particulière, soit des éléments d'altération. Et on peut trouver la matière organique des végétaux vivants, morts, ou matière organique, ou de l'humus. La fraction liquide. Dans la fraction liquide, c'est l'eau, l'élément principal. Et l'eau, soit issue des pluies, pendant les périodes
pluviales ou des précipitations, soit par l'intervention de l'homme par l'irrigation. Donc, quand il y a l'irrigation, il y a de l'eau injectée dans le sol, ou soit les pluies qui sont là, naturelles. Donc, cette eau dans le sol est un élément essentiel et soluble dans le sol pour faciliter la solution des éléments. On peut les trouver soit pour le déplacement des calcium, des magnésium, autres, comme vous voyez ici. Il constitue, je reviens, environ 17% de poids de sol. Puis on a la matière ou la fraction gazeuse. La fraction gazeuse, elle provient de l'air extérieur de la vie des organismes et la décomposition de la matière organique, soit des gaz externes qui enveloppent ou qui sont issus de l'atmosphère, soit par la décomposition de la matière organique, parce que le fait de la fermentation, il y a un dégagement de CO2 et des gaz. Donc, elle constitue la quatrième fraction et constitue environ 0%, une quantité pas tellement grande. L'eau dans le sol. L'eau dans le sol se trouve en trois états. L'état de gaz, l'état, c'est pas, on va pas parler de l'état gazeux, l'état solide et l'état liquide, mais on va parler de l'état initial, c'est-à-dire l'eau de gravité, l'eau de capillarité, une eau de hygroscopique. L'eau de gravité, eau de saturation, c'est l'eau qui occupe les parties vides dans le sol et qui est évacuée rapidement sur la gravité. Cette eau de gravité, eau de saturation, c'est une eau qui vient des pluies, qui vient de l'action de l'homme quand il fait l'irrigation. Il y a de l'autogravité ou de saturation. مياه الجاذبية أو التشبع وهي المياه السطحية. ثم نجد العنصر الثاني مياه الكابيلاريتي، هي مياه الخاصية الشعارية أو مياه الاحتقان. ليست بالمياه السائلة دو غرافيتي كالأولى، ولكن محصورة داخل التربة دو كابيلاريتي، وهذه المياه محصورة retenue، انحصار retenue محصورة في جزئيات المكونة للتربة، ولا يمكن استعمالها إلا من طرف الغطاء النباتي، ولهذا سميت بالكابيلاريتي الخاصية الشعارية، أي بفعل الخاصية الشعارية يمكن للغطاء النباتي استغلال هذه المياه، الماء، أو أن الغطاء النباتي يستغل المياه السطحية دو غرافيتي دو ساتوراسيون، وفي نفس الوقت خلال الفترات الجافة يستغل مياه كابيلاريتي أو المياه الانحصار الموجودة في التربة. وأخيرا هناك المياه هيدروسكوبيك، أي المياه المجهرية، لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، ولكن حينما نقوم بدراسة الحبيبات المكونة للتربة نستطيع معرفة هذا الغطاء الدقيق جدا الذي يحيط بالعناصر الصخرية أو المعدنية، formant un film très mince. Voyez, un film très mince، واحد
حجاب أو واحد الغطاء رقيق جدا حول عناصر الصخرية، وهذا الماء يحتفظ به التربة، تحتفظ به التربة لنفسها بسرعة. هذا الشكل يبين la figure essaye de développer les trois états de l'eau dans le sol. On a dit le sol de saturation, de capillarité, pardon, de saturation ou de gravité. Donc c'est le sol qui vient des pluies ou par l'intervention de l'eau pendant l'irrigation. Puis on a le deuxième, c'est de l'eau de capillarité ou de rétention utilisable par les plantes, vous voyez, donc utilisable par les plantes. Et puis on a les ou plutôt hydroscopiques, les eaux qui constituent un film très mince autour des particules. Et la seule, qu'on vient de le dire, eau utilisable par les plantes, c'est celle de capillarité ou de rétention. Enfin, on va finir par le degré d'acidité dans le sol ou le pH. Le pH, degré d'acidité, ou la concentration des ions H, le potentiel hydrogène. Chaque sol, il a un potentiel hydrogène. Et ce potentiel hydrogène H+, et là on doit écrire le P en minuscule, le potentiel hydrogène, c'est-à-dire est-ce que c'est un sol acide, très acide, acide ou basique, hamidi ou qaïdi. Et selon l'étude de pH, un sol riche en humus, si on peut revenir, on a le mou, meule, le meule, il est très acide, riche en humus, il a un pH qui ne dépasse pas 4. Tandis qu'un sol argileux, il est acide, intermédiaire. On a dit un sol intermédiaire. Un sol basique, c'est un sol calcaire où il a un pH supérieur à 7. Donc on a 7, c'est un sol neutre, tandis que très acide.